Bonsoir à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous avec le 9-10, le deuxième. On s'était quitté la semaine dernière tranquillement. Nous voici de retour. Bonsoir à tous. On va passer une bonne heure ensemble, je pense, à discuter de l'actualité autour de quelques dossiers qui ont attrait à notre planète football, la planète Hello. On va faire un tour généralement. Alors tous les lundis, on ira Amérique du Nord, du Sud, Centrale, Afrique et Asie. On essaiera de mixer un peu tout cela. Bref, je ne vais pas être tout seul à présenter cette émission comme la semaine dernière, vous en avez l'habitude, je serai accompagné par un autre, Nicolas de la rédaction de Lucarne Opposé, le lobo de la team, Nico Delaroche. On va accueillir trois membres de la rédaction de Lucarne Opposé, je vais vous saluer messieurs, je vais commencer dans l'ordre alphabétique, comme ça, ne me fâche avec personne. On va commencer par PM, Pierre-Marie Gosselin, salut PM. Bah écoute, bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de prendre part à ce nouveau format Lucarne Opposé qui, j'espère, ravit tout le monde, quoi. Eh bah écoute, ouais, on a eu de bons retours jusqu'ici, donc voilà, on va pas s'en plaindre, et puis on va continuer, on va installer ce rendez-vous tranquillement toutes les semaines. Le deuxième membre, alors toujours ordre alphabétique, il est péruvien celui-ci, Romain Lambert. Salut Romain. Salut, bonsoir. Bonsoir Nico, bonsoir les Nico et bonsoir à tous ceux qui sont sur le chat avec nous. Ah, on aurait dû l'appeler les Nico cette émission. Ça aurait, ça aurait été vu bizarrement, je pense, mais voilà. Et le troisième membre, donc on sera 5 en tout, mais le troisième qui va nous accompagner ce soir, c'est Jérôme Le Signe, notre Uruguayen de service. Salut Jérôme. Le meilleur pour la fin, bonsoir à tous. Et à cause de vous, j'étais en train de m'inscrire sur Twitch Oh pour pouvoir poster sur le chat. Et alors, tout va bien, voilà, bonne soirée. Bon courage Jérôme, tu as encore un peu de temps. En attendant, bah écoutez, on va y aller, on va lancer l'émission bien comme il faut. Et Nico, je vais te donner la parole pour que tu nous donnes le sommaire. Allez, c'est parti. Donc cette semaine, comme chaque semaine, on commencera par les news de la semaine de notre petite planète Hello, avec forcément pas mal d'infos. Ensuite, cette semaine, on n'aura pas un dossier, mais deux. Le premier nous conduira en Afrique pour parler de la Super League, et le deuxième, plutôt dans le Rio de la Plata, pour parler des impresarios, comme j'aime à dire, et des représentants et des agents de joueurs. Ensuite, on fera un petit focus sur le joueur de la semaine, un certain Tank, une légende en Argentine et pas que. Notre culture foot de la semaine nous conduira au Brésil, et on finira donc l'émission par le traditionnel Golaço Hello et les rendez-vous à venir de cette semaine et de ce week-end. Un programme assez dense, assez riche, on va bien voyager. Donc vous pouvez vous installer confortablement, on va y aller, puis on va couvrir directement avec les news de la semaine. Alors on va débuter justement les news de la semaine avec la reprise qui a lieu un petit peu partout sur la planète Hello, aux quatre coins de notre planète Hello. On l'a vu, vous avez déjà eu quelques guides, vous avez eu la Colombie, le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, ça a repris, vous avez eu les guides, il y a d'autres pays qui vont arriver. Les guides sont en cours d'écriture ou bientôt publiés, on en parlera en toute fin d'émission, mais on va parler là, avec toi Romain, on va parler de la reprise du championnat au Pérou. Eh bien, voilà, qu'est-ce que l'on peut, à quoi peut-on s'attendre pour cette nouvelle édition du championnat péruvien ? Et oui, comme tu l'as dit, le championnat un des championnats les plus élevés du monde. Donc, je dis pas le plus difficile, mais un des plus élevés. Vous allez voir pourquoi. Parce que du coup, le championnat pendant la pandémie, donc pendant presque 2 ans, 2020 et 2021, tout le football au Pérou a été centralisé à Lima pour contrer la pandémie, pour éviter les déplacements, etc. Donc ils ont créé une bulle sanitaire à Lima avec toutes les équipes de province. Et donc là, c'est enfin terminé. Donc le gouvernement péruvien a autorisé à disputer le championnat sur l'ensemble du territoire. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle, surtout pour les clubs de province qui pourront enfin jouer dans leur stade, revoir leurs supporters et les joueurs aussi être avec leur famille, parce qu'ils étaient 2 ans comme ça à Lima, c'était pas évident. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle aussi pour les clubs de province, surtout ceux qui sont en altitude, parce que donc le Pérou est un pays avec donc il y a la région de la côte, mais il y a aussi la région des Andes. Et là, on retrouve des villes à plus de 2005-3000 mètres.
Donc, on a pas mal de clubs. Il y en a 7. Il y a 7 clubs du championnat cette année qui sont à plus de 2500 mètres. Donc, ça leur fait un gros avantage, hein. Là, ils ont eu l'habitude de jouer sur Lima pendant 2 ans. Maintenant, ils retournent chez eux et ils ont enfin leur forteresse. Et surtout, c'est les clubs de Lima qui vont, qui vont aller s'amuser à s'étouffer, notamment à Cusco, à Ayacucho, à Arequipa. Donc, c'est des villes magnifiques au passage. Mais du coup, ça va être un peu solide pour les joueurs, surtout ceux qui sont habitués à Lima. Et on va retrouver aussi nos copains du Deportivo Binacional qui avaient gagné le championnat en 2019, notamment grâce à leur altitude pardon, à quasiment 4000 mètres dans leur stade. Donc voilà, un gros avantage. L'année dernière, ils ont failli descendre parce qu'ils ont joué tous les matchs à Lima, donc ils n'avaient plus cet avantage. Donc ils ont failli descendre, mais ils ont été repêchés de dernière minute. Cette année, il y a 19 clubs en championnat et pas 18 parce qu'il y a eu encore des repêchages, des clubs qui sont descendus en deuxième division, qui ont été repêchés. Donc tout ça, je vais l'expliquer dans un guide qui est encore en cours d'écriture. C'est toujours marrant de faire les guides du Pérou. Il y a faut toujours attendre un peu quelques journées parce que il y a des surprises. Ouais. Administrativement, il y a des surprises. Non, mais après, c'est vrai que voilà, on le voit dans le chat, ça réagit aussi. Ibra, par exemple, qui nous parle de binational, en nous expliquant que c'était très dur de jouer là-bas, hein, et puis une fois qu'ils n'ont pas pu jouer chez eux, ils se sont fait un peu massacrer par tout le monde, hein, notamment Libertadores. Ouais. Forcément. Voilà, mais c'est aussi bien quand même de retrouver ce qui fait aussi la spécificité des championnats sud-américains, parce que pour certains, il y a ces écarts d'altitude. On parle du Pérou, mais c'est valable aussi pour l'Équateur, pour la Bolivie, le Chili, et même si on étend à l'Amérique latine, c'est aussi valable au Mexique, hein. Donc voilà, ça fait partie du jeu, et c'est bien que tout le monde puisse jouer avec ses armes aussi quand même. Oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment le charme de ce championnat. C'est intéressant de voir les grosses équipes sont à Lima, Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal. Donc, c'est sympa de voir comment ils vont réagir à l'altitude. Surtout que là, ça fait 2 ans qu'ils y vont plus. Donc, on va suivre ça. Et bon, c'est toujours c'est une sorte de stratégie aussi, hein. Vous préparez des déplacements pas de la même façon. Ouais. Et il y a aussi le nord du pays qui est un climat tropical avec des chaleurs impossibles. Donc voilà, enfin, c'est jouer au Pérou, c'est assez physique. Voilà, ça fait le charme de ce championnat. Et justement, une petite question avant qu'on embraye un petit peu sur les équipes qu'il va falloir regarder, les joueurs qu'il va falloir peut-être suivre. Alors on va parler évidemment, on va parler rapidement des trois gros, mais Baptiste, hein, qui demande, hein, dans le chat s'il n'y a pas la volonté, s'il y a eu ou s'il n'y a pas la volonté d'essayer de placer un club par région. Il y a eu une période chez le voisin du Sud. C'est marrant, à chaque fois quand je suis avec toi pour le Pérou, il faut que je parle du Chili, hein. Je sais pas, il y a un truc qu'il va falloir il va falloir que j'aille voir quelqu'un. Mais voilà, il y a eu cette volonté à une époque un peu sombre de l'histoire du Chili, justement de mettre des clubs un petit peu partout. Est-ce qu'il y a cette volonté au Pérou d'essayer quand même de mettre un club par région, ou il y a des régions où c'est vraiment trop compliqué? Si, justement, c'est vraiment le plan de la fédération. Pour l'instant, ils commencent à ouvrir des écoles de formation. Enfin, surtout la fédération péruvienne de football se charge de ça. Et le but, c'est forcément de détecter aussi des joueurs, parce que pour l'instant, c'est très, très centralisé. Ouais. Du coup, Baptiste demandait aussi pourquoi il y a 8 clubs au même endroit. Cet endroit, c'est Lima, tout simplement, la capitale. Pendant des années, le championnat a été centralisé. Il n'y avait que des équipes de Lima. Ils ont ensuite invité des équipes de province. Et là, maintenant, la prochaine étape, c'est vraiment d'essayer de développer toutes les régions pour détecter aussi des nouveaux joueurs et avoir un vivier plus grand de joueurs pour la sélection. Eh bien, justement, on va parler des clubs un petit peu. On va évoquer un petit peu les clubs. Alors, forcément, les favoris, c'est toujours les trois gros, hein. On est obligé de les mettre dans les favoris. Sporting Cristal, Alianza Lima et Universitario. Ça, je laisse les gens découvrir un petit peu dans le guide, équipe par équipe, favoris, enfin voilà, ce qu'il y aura dans le guide, ils pourront scruter avec plus de détails. Là, pour l'émission, Romain, on va se focaliser un petit peu sur des clubs à suivre en dehors justement de ces gros, de ces mastodontes habituels. Est-ce que voilà, tu peux nous parler de quelques clubs et voir après quelques joueurs qu'il faudra regarder avec attention? Et si tu veux dire un petit mot sur les gros, vas-y, n'hésite pas. Oui, bon, les gros, je pense que si vous avez l'habitude de suivre le championnat ou si vous voulez vous intéresser, forcément, ils sont à Lima, hein, comme je l'ai dit. Donc, il y a l'Alianza Lima,
Universitario et Sporting Cristal, sachant qu'en ce moment, le gros qui rafle tout depuis des années, c'est Sporting Cristal. Et c'est celui qui a un très bon centre de formation. Il a pas mal de joueurs qui sortent de là. Donc, c'est un club intéressant à suivre. Comme l'Alianza Lima, ils ont des jeunes assez intéressants. Universitario, ils sont un peu moins dans cette démarche, mais bon, enfin voilà, quoi, c'est toujours un gros club avec des joueurs qui vont percer. On pense notamment à Edison Flores et Rui Diaz qui ont été en sélection récemment. Mais sinon, du coup, pour parler des plus petits clubs, on va dire, il y a toujours à Lima, c'est l'Université de San Martin, qui a vraiment une politique, pour le coup, centrée sur la formation et donc sortir des jeunes joueurs. Donc récemment, on a eu Jairo Concha et Oslim Mora, qui ont été recrutés par l'Alianza Lima et du coup qui ont été appelés par la suite en sélection péruvienne. Donc c'est vrai qu'on parle de l'Alianza Lima quand on parle de ces joueurs, mais ils ont été formés à la San Martin. Et c'est la même chose pour l'Académie Cantolao. Donc ça, c'est un club qui était connu pour avoir formé notamment Claudio Pizarro, pour ne citer que vraiment le plus connu de ces 20-30 dernières années. Bon, là, j'ai pas vraiment des joueurs en particulier parce qu'ils n'ont pas encore éclos, j'ai envie de dire. Ouais. On le Ils sont verra encore là jeunes. cette saison qui va sortir, mais dès qu'ils commencent à avoir du temps de jeu, ils sont repérés et ils partent vers les gros clubs de Lima assez rapidement, qui les reprêtent par la suite, par exemple. Donc, pour citer un exemple, il y a le Paraguayen Franco Zanelato, donc lui qui est actuellement à l'Alianza Atlético, donc qui est un club du nord du Pérou, dans la ville de Sullana, et donc qui a été formé à San Martin et qui vient d'être transféré à l'Alianza Lima, et donc cette saison qui jouera à l'Alianza de Sullana, Alianza Atlético. Donc voilà, ça c'est un jeune de 21 ans. Il est paraguayen, mais il fait sa démarche pour devenir péruvien. Donc ça peut être intéressant pour la sélection, parce qu'il a un profil un peu atypique, assez physique, un peu. On espère, on parle tout le temps de Paolo Guerrero et on cherche son remplaçant, donc on croise les doigts. C'est comme en France, on a toujours le nouveau Zidane. Ah Lui, ouais, on c'est ça. espère que ce soit le nouveau Paolo, mais bon, on a encore des années avant de le découvrir. Après, il y a un autre joueur justement toujours de la même équipe, Alianza Atlético, que j'aime bien, c'est Flavio Fernandez. Donc lui, c'est un ailier gauche et il a été formé au Sporting Cristal. Et donc voilà, donc là, généralement, ils sont formés dans des gros clubs et ils partent en prêt pour s'aguerrir, avoir du temps de jeu dans ce genre d'équipe qui font confiance aux jeunes. Donc à mon avis, après, il va pas tarder à éclore et à retourner au Sporting Cristal. Bon, on espère. Donc il y a vraiment deux joueurs à suivre de ce club-là. Les Atlético, ce sont ceux-là. Ensuite, pour redescendre un peu plus au sud, donc à Melgar, donc Melgar qui est le club de la ville d'Arequipa. Ouais, descendre mais monter en fait. Ouais. Parce que là, pour le coup, on va en altitude. Voilà, ouais, c'est ça. Là, on commence à être à 2000-2300 mètres, donc c'est un premier palier avant d'attaquer les gros sommets. Avec probablement, Avec je une te vue coupe du de... stade. Ouais, c'est ce que Avec une j'allais vue dire, du stade Nico. pas dégueulasse. Voilà, c'est ce que j'allais dire, avec probablement la plus belle vue depuis un stade au monde. Hein. Elle est incroyable. Ouais, La vue sur le volcan, là, elle est incroyable. c'est vrai que c'est pas mal. De toute façon, dans toute la ville, on voit le volcan, donc le Mystique, qui est un volcan à quasiment 6000 mètres. Donc c'est vrai que c'est assez imposant. Et du coup, on aura avec le retour du football un peu partout, donc on aura le plaisir de voir ces images du stade d'Arequipa toutes les 2 semaines. Ouais. Et donc, le joueur, hein, c'est... Le joueur, c'est Paulo Reina, donc que vous avez devant votre écran. Alors lui, il est un peu, c'est un latéral gauche. Il a déjà 50 matchs en première division, donc il est quand même bien installé. Il a eu déjà quelques convocations donc là avec la Sub-20, les moins de 20 ans. Et Gareca garde un œil sur lui. Il a été appelé dans les listes élargies, quand il fait des listes de 40, 50 noms avant de réduire à 23 joueurs pour les compétitions. Il apparaît souvent, donc à mon avis, ça va être le remplaçant naturel de Miguel Trauco. Exactement. Et voilà. Et je vais en profiter avant qu'on termine sur cette partie péruvienne. On a une question de Max Lard dans le chat. Est-ce que tu peux nous donner une idée du
du budget moyen des clubs péruviens, même si c'est difficile de donner un budget moyen parce qu'il y a des clubs qui ont vraiment un tout petit budget, d'autres qui... Enfin voilà, il y a des différences. Est-ce que tu peux nous donner une idée du budget des clubs péruviens? Les budgets, non, j'avoue que j'ai pas vraiment de chiffres, pour être honnête, quoi. J'ai pas inventé quelque Ouais, chose, mais en gros, par exemple, en termes de salaire, ça peut peut-être apporter un élément de réponse. On est autour les plus gros salaires. Bon, là, en ce moment, il y a Jefferson Farfan qui a cassé la baraque. Il doit être à 60 000, 80 000. Mais ah ouais. sinon, avant, le plus gros salaire, c'était 25 000, 30 000 dollars par mois. Donc, Ce voilà, qui est, ce pour qui vous est pas, donner une idée. ce qui est pas mal quand même, même si on l'avait déjà dit dans un Planète Hello à Lima, la vie est chère à Lima, il faut le dire. Ouais, Euh, bah après, avec des dollars, on est Ouais, bien. c'est vrai, c'est vrai. Avec des dollars, on est mieux. Voilà, on va donc quitter le Pérou. Je vous invite, le guide arrive dans les jours prochains. Je vais pas donner de date parce que je vais lui mettre La une pression. pression de ouf. Le guide arrive Non, demain il matin à arrive. 8h. Donc le guide arrive dans les prochains jours tranquillement pour se lancer dans la saison péruvienne. On le disait, un guide, on en a eu un, le guide de l'Argentine, puisque le championnat a repris. Eh oui. J'évoquais l'Argentine. On va en profiter justement avec, pour le coup, une actu très chaude, toute chaude, puisque c'est tombé cet après-midi. On connaît enfin la sanction, comment dirais-je, la décision. La FIFA a pris une décision. J'avoue qu'on n'y croyait pas trop. Je sais pas ce que t'en penses, Nico, mais je pensais pas que la FIFA donnerait une décision au bout d'un moment. Finalement, ouais. Ouais, une décision qui a peu d'intérêt finalement, vu que c'est Oui, après coup, mais quand même, je pense qu'ils vont en profiter pour bien se foutre sur la gueule. exactement, parce Du que coup, ça grogne beaucoup. Pour rappeler les faits, c'est l'image que vous voyez actuellement. C'est le fameux Brésil-Argentine qui a été arrêté après quelques instants, quelques instants de match. Je sais même pas si on peut dire. Ouais, si, quelques instants, puisque voilà. ouais, ça Euh, avait joué 2 minutes, je crois. Même ouais, pas, c'est ça. un peu moins. Par l'agence de vigilance sanitaire brésilienne. Du coup, on appelle ce match maintenant, on l'appelle le Classico de la Anvisa. Le Anvisa, c'est Mm. l'agence de vigilance sanitaire brésilienne, qui donc avait réclamé l'expulsion de 4 joueurs argentins. Ces 4 joueurs, c'était Lo Celso, Buendia, Romero et Dibu Martinez, parce qu'ils Les étaient Anglais. exactement les Anglais qui étaient accusés d'avoir menti sur la procédure de mise en quarantaine, etc., etc. Bref, le match s'était pas joué. On pensait que voilà, les deux équipes étant qualifiées, voilà, ça ne donnerait rien. Finalement, si, ça a donné quelque chose, puisque la FIFA a donné sa décision, a rendu sa décision aujourd'hui. Vous la voyez, elle s'affiche à l'écran. Il y a forcément une histoire d'argent, puisque les deux sélections vont se prendre des amendes. On est à 550 000 francs suisses pour le Brésil. 250 000 si on cumule pour l'Argentine. Mais surtout, il y a 2 décisions importantes. La première, c'est que l'on va rejouer. On va le jouer, ce match, sur terrain neutre. C'est une On décision de la délocalise. FIFA. On va donc aller au Qatar, je pense. On va aller chez Gianni, il y a des chances. Je sais pas ce que t'en penses, mais bon. Ouais, ils vont aller au plus offrant surtout, je pense. Ouais, voilà. Donc, ils vont jouer ce match qui, on le rappelle, sportivement, n'a strictement aucun intérêt, à part ne pas laisser une campagne d'éliminatoire avec un match en moins. Mais il y a une conséquence quand même pour l'Argentine, c'est que la FIFA, mine de rien, reconnaît que l'Anvisa avait raison, puisqu'elle a suspendu pour 2 matchs les fameux 4 joueurs, Emiliano Buendia, Emiliano Martinez, Giovanni Lo Celso et Cristian Romero, suspendus pour 2 matchs, justement pour ces fausses déclarations. Ce qui, donc, donne finalement raison aux autorités brésiliennes dans l'histoire. Ouais, tout à fait. Et il me semble il y avait eu un accord une tolérance pour laisser quand même rentrer sur le terrain ces joueurs-là, parce que justement cet organe brésilien aurait pu interdire l'accès au terrain ou même au stade à ces 4 Anglais. Et éviter tout ce cirque et cette parodie de match qui ressemblait à rien. Donc c'est un peu étrange quand même d'avoir laissé l'échauffement se dérouler, les joueurs se présenter sur la pelouse, le coup d'envoi, et après 3 passes, ça y est, on intervient, on fait 0 au milieu de la pelouse, et derrière on prend des décisions auxquelles la FIFA donne raison, mais bon, c'est un peu un sketch quand même. Sachant que quand l'Anvisa s'est mise en marche, on pourra appeler l'affaire un petit peu à l'époque, ça faisait 3 jours que les Argentins étaient là et c'est la veille du match qu'ils se sont réveillés. Donc bon. Voilà, Ouais, alors pour répondre à la question, si le Brésil fait appel et que les joueurs sont suspendus après les éliminatoires pour la Coupe du Monde, ça sera funky. Alors, sachez que le Brésil, pour l'instant, à ce que j'ai vu, après je me suis mis en mode émission, donc j'ai pas les dernières infos à la minute, mais l'Argentine le Brésil n'a fait pas appel, mais l'Argentine, oui, Chiqui Tapia fait ouais. appel.
Donc, ça Les peut être joueurs. drôle parce que il reste, les éliminatoires sont quasiment finis, il reste 2 matchs. Ouais, c'est. Si l'appel est suspensif et que la décision est prise après, tu peux très bien arriver à la Coupe du Monde sans Dibou Martinez dans les buts et Cuti Romero en défense, et là on va rigoler. Ouais, c'est un risque de Chiqui Tapia qui est assez inconsidéré. Et je pense qu'il se bat plus pour l'amende que pour la suspension des joueurs parce qu'elle serait passée toute seule avec ces 2 derniers rendez-vous des éliminatoires. Donc il y a vraiment très peu d'intérêt à part si elle est financière et c'est surtout, Ouais. je pense, une histoire d'ego. Hein. On rappelle que les Argentins ne sont pas les derniers en niveau de l'ego. Donc je pense que Chiqui Tapia veut juste euh, en gros soutenir ses joueurs et refuser une déclaration comme quoi il serait fautif sur ce match-là. Ouais, il y a Mais il potentiellement. prend un risque inconsidéré. C'est clair, et comme tu le dis, hein, c'est peut-être probablement de la posture. Pour rappeler, juste, je reprends le message du chat de Pibé Volant qui dit que l'accord existait pour réduire, l'accord qui existait pour réduire le temps de quarantaine, c'était pour la Libertadores et la Sudamericana, et qui était extensible aussi pour les matchs de sélection. Bref, voilà, c'est toujours le bazar, ça sera toujours le bazar entre ces deux-là. On sait ce que ça va donner. Ça va nous donner un match qui va probablement se jouer soit en Europe, dans une grosse capitale, soit plus vraisemblablement, je mets une piécette dessus, au Qatar, chez Gianni, pour inviter la famille. Voilà, bref, on va continuer de suivre ces histoires entre Brésil et Argentine. On évoquait l'Argentine, Nico. Transition magique. Donc, l'Argentine, ça a joué ce week-end. Qu'est-ce que l'on doit retenir justement de cette journée de championnat qui s'est déroulée sur 4 jours? C'est ça, 3 C'est ça, 4. de jeudi à dimanche. Ouais, c'est ça. Je suis paumé donc, avec les décalages horaires. Vas-y. Ouais, puis là, ça va jouer n'importe quand. En plus, c'est génial, l'Argentine. Euh, Donc oui, ça a repris. On a eu la première journée ce week-end avec 2 enseignements à tirer, surtout, je trouve. Déjà, les débuts complètement ratés des 5 géants. Aucun des 5, donc Boca, River, San Lorenzo, Independiente et Racing, aucun des 5 ne s'est imposé. Et c'est assez rare en Argentine pour être souligné. Et aussi les débuts, par contre, réussis de 2 légendes encore. Il y a toujours une histoire de légende en Argentine. Les débuts réussis de Licha Lopez avec Sarmiento qui marque le but de la victoire. Et Gonzalo Bergesio qui lui aussi réussit ses débuts en donnant la victoire à Platense sur Tacheres en toute fin de match. Et ça fait plaisir à Jérôme. Ça fait forcément plaisir à un Uruguayen, forcément. Oui, puis ça prouve que il avait conservé la forme en Uruguay, que c'était pas qu'une maison de retraite quand il était là-bas, donc c'est pas mal. Parce Voilà. qu'il a été très très bon avec National. Oui, surtout les 2 premières saisons. Ouais. Là, sur la fin de la 3e, ça devenait un peu plus compliqué, mais voilà, c'est logique forcément aussi. Il y avait un petit peu de fatigue de sa part, mais ça reste un excellent joueur. Ouais. C'était les 2 informations les plus importantes. Je te coupe 2 secondes. Vas-y. On n'évoquera pas Pitana, Ibra. on a dit qu'on restait courtois dans cette émission. Si, Tu veux y aller? Vas-y, il est à l'image, Pitana. On peut y aller sur Pitana. On va l'évoquer. Donc oui, River, malgré un énorme recrutement cet été pour l'Argentine, s'est rendu donc à Santa Fe et s'est incliné 1-0 face à Union, qui mérite sa victoire. Même Gallardo, à la fin du match, il le dit clairement, il n'y a pas photo, ils méritent leur victoire. Par contre, pas comme ça, quoi. Il y avait d'autres façons de faire, pas de perdre sur un penalty inventé par Pitana. Ça fait vraiment tâche. Union avait tout bien fait, il n'y a aucun doute. Jusqu'à Jonathan Alves, ils avaient tout bien fait. Ouais, l'incroyable manqué de Jonathan Alves. Oh, les 2, Il en rate 2. Ouais, il y en a un magnifique. Il y en a un face au but et il y en a un, le face-à-face, Ouais. il ne doit pas le rater non plus. Mais bon. Ouais, mais c'est pareil, ça fera plaisir à Jérôme aussi, parce que Union, c'est Mounoua sur le banc, qui était habité sur ce match. Il jouait le match de sa vie. Et qui était dans la shortlist pour reprendre la sélection et qui est resté en Argentine pour le coup. Mais un très bon entraîneur. Ouais. Et je vois Ibra dans le chat, oui, il a raison. River ne s'était plus incliné à Santa Fe face à Union depuis 89. Donc c'est une défaite importante pour River et une victoire pour le Tatengue qui est quand même assez prestigieuse du coup. Eux qui ont beaucoup plus de mal d'habitude à résister à River Plate et surtout ce River de Gallardo qui
a pu compter sur ses recrues, hein, sur Juan Ferki Quintero qui était là, sur Barco. Mais voilà, les deux, ils sont encore à court de forme. Ils n'ont pas 90 minutes de temps de jeu dans les jambes. Et pour l'instant, River est encore en rodage parce qu'on a vraiment vu une équipe en panne d'inspiration, avec des carences défensives où ils se mettent. Après, c'est une défaite aussi à la River, hein, où ils se mettent en galère un peu tout seuls. Des latéraux qui ont pris l'eau, un Milton méconnaissable dans son couloir droit. Et donc c'était pas simple. Mais comme le dit Pibé Volant dans le chat, hein, Union qui reste sur une belle dynamique. Et je suis totalement d'accord avec le commentaire, hein, sur les joueurs qui sont cités. Luna Dialé qui a été absolument énorme dans ce match. Le buteur du match, mais il nous a fait un match incroyable. La passe justement pour Jonathan Alves qui part en face à face est juste merveilleuse. Toute l'action est incroyable. Donc voilà, et Gaston Gonzalez qui a fait un gros match aussi sur son côté. Ils ont clairement mérité leur victoire. Mais voilà, après, on sait que River gagne ces derniers temps, perd toujours son premier match, hein. C'était le cas sur les 2 derniers tournois. Donc voilà, il n'y a pas péril en la demeure, même si on sait comment ça marche sur les géants. Et justement, on parle de géants, l'autre géant, c'est Boca. Et Boca, pareil, un peu soupe à la grimace. Pourtant, ils ont bien démarré, hein, avec l'ouverture du score de Pipa pour son retour à la Bombonera, dans une Bombonera qui faisait plaisir à voir, en plus, avec une belle ambiance, comme souvent. Et donc Pipa qui a profité d'un bon centre du Colombien Vicha, qui est toujours au club, qui joue encore au football. Qui joue encore au football. Il joue au football, il est même titulaire. Après, franchement, il a fait un très bon match. Donc ça va peut-être permettre à d'éventuels acheteurs de sortir le chéquier du coup pour vite le dégager de Boca, parce que bon, sur une saison, c'est compliqué. Mais sur ce coup, il réalise vraiment un bon match. Son centre pour Pipa, il y a vraiment un timing entre les deux sur ce but qui est vraiment joli. Et donc voilà, on a vu toute la joie de Benedetto à la fin qui a vraiment crié son but, quoi, hein. Il a presque tiré la langue. Non, il a retenu, il n'y avait pas River en face. Mais même dans les tribunes, on a vu tout son clan qui a vraiment fêté son but, il y avait une émotion réelle, parce que ce retour, il n'est pas simple, hein. Certes, c'est une idole, mais on ne lui pardonnera rien, quoi. Donc forcément, il ne peut pas se rater. Et donc c'est vraiment un plaisir de voir ce but et de voir Pipa qui retrouve un peu de la confiance et tout de suite qui va pouvoir, j'espère, être au rendez-vous de ce Boca de 2022. Boca qui, malheureusement pour eux, n'a pas réussi à tenir le match face à Colón, qui a fini par craquer sur un corner de Facundo Farias, repris d'une magnifique déviation de l'idole absolue de tout amoureux de foot au monde, Pulga Rodriguez, et qui fait un petit toqué, une petite déviation magnifique pour Lucas Beltrán qui a plus qu'à pousser au fond. Beltrán en plus, voilà, attaquant de 20 ans, prêté par River Plate, qui lui aussi hurle son but, et du coup ça nous a offert un joli match nul sur une pelouse qui était à pleurer. Enfin, c'était du beach soccer par moment, il y a plus de sable que d'herbe. Ils ont refait la pelouse pendant la trêve, et elle a encore quelques semaines à travailler avec du sable pour qu'elle prenne bien, et etc. Donc la pelouse aussi va s'arranger, et Boca, donc du coup, lui aussi démarre sa saison sur un match nul, donc il perd pas à domicile, mais ça fait quand même un petit peu tâche, surtout que c'est pas honteux, hein, de ne pas s'imposer face à Colón, mais quand ils mènent 1-0, il y avait moyen. Il y avait quelques occasions. Je pense à Toto Salvo qui se retrouve seul face aux cages, des choses comme ça, où ils ont les occasions pour tuer le match, ils ne le font pas. Et du coup, ils le payent cher, et ils sont obligés de partager les points. Donc c'est un petit peu dommage tout de même. Ouais. Et donc voilà, hein, on va retenir ça sur les gros qui n'ont pas gagné. Tu voulais retenir un dernier point et saluer surtout un homme. C'était du côté d'Huracan. C'était rigolo parce que du côté d'Huracan, les supporters ont même dit que parmi les grands, c'était le seul à avoir gagné ce week-end, hein. Donc,
Il C'est se vrai, considère comme le 6e grand. Alors, il y a toujours le débat sur, sur Alors, ces notions de grand. Mais voilà, alors cet homme-là que tu voulais, tu voulais saluer un homme et Huracan. et je voulais saluer la performance quand même d'un attaquant qui réussit beaucoup du côté du Globo. Donc, c'est l'Uruguayen cher à Jérôme encore une fois. Il n'y a que des Donc Uruguayens en Argentine. c'est le Solo Cocaro, donc uruguayen, qui arbore une magnifique moustache. Donc ça fera plaisir à Jérôme, hein. Je ne sais pas ce que vous avez tous en Uruguay avec la moustache, mais il doit y avoir un délire qui m'échappe. Et donc oui, c'est vraiment un excellent joueur, un attaquant. Je crois qu'il est prêté par Montevideo City, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, c'est un peu la poupée vaudou d'Huracan, parce qu'à chaque fois qu'il marque, il gagne. Donc ils ne peuvent pas s'en passer. Et ce Globo, il est agréable à voir jouer, hein. C'est vraiment sympa. Contre Lanús, ils ont profité d'énormes erreurs sur les ententes entre la défense et Monetti, qui était dans les cages, donc qui revient. C'est vraiment un but de gag. Mais dans le jeu, c'était ce que fait Huracan, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment à suivre. Et donc je pense que ils seront pas. Pour moi, c'est pas du tout le 6e grand, hein. C'est la rivalité avec San Lorenzo, elle n'existe même pas en vrai. La rivalité, elle est un peu bidouillée. Et donc non, ils sont pas spécialement 6e grand. Il leur faut des titres pour ça quand même. C'est ça. Donc ils le deviendront peut-être un jour, je leur souhaite. Il y a du travail quand même. Par contre, c'est peut-être pas le 6e grand, mais il fait partie quand même des top 3, je pense, des architectures de stade en Argentine. Ah, le Duco, c'est quelque chose, on est d'accord. C'est quand même une merveille, un bijou, bon, trop souvent vide à mon goût, mais l'architecture est vraiment impressionnante. C'est vraiment un très joli stade qui a une super réputation en Argentine, parce que c'est vraiment très agréable. Si vous voulez avoir plus de détails sur cette journée de championnat, il y a le résumé de cette première fecha qui sera sur Hello dans les jours à venir, pour rentrer plus en détail sur les rencontres. Exactement. Du coup, il y a aussi la Bolivie. Ouais. La Bolivie, où il y a de l'actu chaude aussi, Nico. T'as retenu quoi des débuts du championnat bolivien? Alors, il y a 2 actus assez chaudes. Pareil, alors là, il n'y a pas le guide pour l'instant, il va arriver. Là, c'est à moi de l'écrire, donc je me mets tout seul la pression, t'as vu. Il n'y a pas assez de trucs à faire, voilà. Faut que je m'en rajoute, ça c'est ma femme qui dirait ça. Donc voilà, 2 choses à retenir en Bolivie. Je pense que vous avez vu la folle histoire, hein, qui est arrivée à Blooming avec ce garçon que vous voyez actuellement sur les écrans. Ce garçon qui s'appelle Yasser Sanchez, qui a à peine 16 ans. 16 ans, 1m70, hein, qui a été convoqué avec l'équipe première pour des raisons qui sont assez fréquentes en Bolivie. Non, il n'a pas 36 ans. Assez fréquentes en Bolivie. Il y a des vieilles histoires de dettes envers des joueurs qui n'ont pas été réglées. Ces joueurs-là ont saisi la FIFA. On saisit les tribunaux pour essayer de finir par être payés. Et donc c'est tombé sur Blooming, qui se retrouve avec l'impossibilité de prolonger les contrats de ses joueurs, l'impossibilité de valider ces nouvelles recrues, parce que généralement en Bolivie, c'est assez fréquent quand même dans les pays sud-américains, vous n'avez pas des contrats de 5 ans, hein, c'est des contrats assez courts. Et donc il s'est retrouvé, Blooming, pour la première journée sans aucun gardien, parce que ces jeunes, les U20, étaient eux concernés par la Libertadores de la catégorie. On s'est donc retrouvé avec ce pauvre Yasser Sanchez dans les buts, et ça tombe bien parce que Blooming, en ouverture, jouait contre Bolívar, qui est juste l'un des 2 géants du championnat. Donc ils se sont, imaginez une équipe de bas de tableau français qui se retrouve à devoir jouer avec un gardien de 15 ans face au PSG. Voilà, vous imaginez le résultat. Ça a donné 7-0 pour Bolívar, avec un gardien quand même qui a bien souffert, mais qui quand même, mine de rien, ça a généré des choses positives entre guillemets. Il a eu le soutien de ses adversaires, hein. On a eu le message posté par Victor Abrego, international bolivien, pour soutenir ce garçon-là, pour vraiment l'appuyer. Il y a aussi tout un mouvement auprès des supporters qui sont venus vraiment soutenir ce garçon, parce que voilà, un garçon de 16 ans qui débute chez les pros à La Paz face à Bolívar, le pauvre avait très peu de chance. Ce qui est assez intéressant entre guillemets dans cette histoire, c'est que l'entraîneur de Blooming n'est d'autre que Rodrigo Venegas, qui a connu ce genre de galère quand il était à San José, du côté d'Oruro. Pareil, avec des histoires de joueurs suspendus, de joueurs qui ne pouvaient pas incorporer. C'est le club où est passé le français Julien Benheim, qui a lui aussi vécu cette galère.
Et si vous voulez en savoir un petit peu plus d'ailleurs sur cette histoire, je vous invite à lire le mag, hein, puisqu'on a interviewé Rodrigo Venegas. L'histoire est incroyable. Très franchement, l'histoire est incroyable, l'interview est incroyable. Ils ont fait des choses, je ne sais même pas si vous pouvez les imaginer, pour essayer de trouver de l'argent pour que l'équipe puisse continuer à jouer. C'est incroyable, cette histoire est totalement folle. Donc voilà, n'ayez pas peur pour lire ça. Et puisqu'on parlait de ces jeunes gardiens, petite anecdote pour terminer sur ce passage, le plus jeune joueur à avoir joué dans une équipe professionnelle est bolivien. C'est ce garçon qui est à gauche, il avait 12 ans. C'était le fils de l'entraîneur à droite. Vous le reconnaissez peut-être, cet entraîneur, c'est Julio César Valdivieso. Et donc son fils, Mauricio, avait joué avec Aurora. Il avait 12 ans, le club était furax, tout le monde était furax. Et au final, Valdivieso s'est barré, a claqué la porte en disant « Vous voulez pas que je fasse jouer mon gosse ? On se casse !» Voilà, 12 ans, c'est le plus jeune le plus jeune joueur pro. Voilà, oui, 12 ans, exactement. Voilà. Autre actualité en Bolivie, et celle-là, elle a vraiment animé, vraiment animé tous les médias boliviens. Vous l'avez probablement suivi en France. C'est l'arrivée de Jean-Christophe Baebek du côté de l'Atlético Palmaflor. Ça a surpris tout le monde, mais vraiment tout le monde. Bon, voilà, vous l'avez peut-être, si vous êtes des fidèles de Hello, vous l'avez su parmi les premiers. Voilà, Jean-Christophe Baebek qui a été présenté par l'Atlético Palmaflor, qui a été assez droit, assez honnête dans sa conférence de presse en disant qu'il en avait pour bien 3 semaines avant de retrouver une activité. On est quand même très content de voir ce garçon-là arriver en Bolivie, d'avoir un Français qui arrive en Bolivie. Voilà, on est très très content. Il y a un son sur la vidéo. Alors, attendez, je vais enlever la vidéo. Est-ce que vous avez toujours le son là, les amis ? Dites-moi. Et dans ces cas-là, j'enlève la vidéo. Voilà, tout ça pour dire, vous avez le son là ? C'est bon, ok, bon, j'ai enlevé la vidéo, je comprends pas pourquoi il y avait un son, j'avais pas prévu d'en mettre, mais bon, c'est pas grave, voilà. Jean-Christophe Baebek qui arrive donc à l'Atlético Palmaflor, et petit teaser, vous le retrouverez bientôt sur Lucarne Opposée. À toi, Nico. Ouais, donc on a fini pour notre petit tour finalement qui était assez long. Hein. Ouais. on a du mal à faire, à synthétiser un peu. On va progresser. Et donc du coup, désormais, on va pouvoir passer à nos 2 dossiers de la semaine, 2 dossiers sympas, dont le premier qui va nous emmener en Afrique, Nico. Ouais, exactement. On va partir sur les dossiers. Et donc le premier dossier, tu le disais, ça va nous emmener en Afrique. On va rejoindre Pierre-Marie. Parce que si l'Europe, elle, a un temps repoussé l'idée, l'Afrique, elle, va franchir le pas, Pierre-Marie. On va avoir droit à notre Super League africaine. Eh ben, écoute, on va commencer assez simple par rapport à cette histoire de Super League. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi cela va consister ? Alors, bon, on va quand même mettre une pincée de conditionnel parce que même si c'est très très fortement dans les tuyaux, que ça sort de tous les côtés, voilà, il n'y a pas eu encore la communication officielle de la Confédération africaine de football pour dire que la CAF Super League serait lancée et à quelle date. Mais bon, voilà, ça se murmure très très fort que ce sera pour septembre cette année. Donc l'idée, voilà. Je pense que l'idée vient pas de la CAF ni de l'UEFA, mais peut-être d'un petit peu plus haut. Vous avez parlé de la FIFA tout à l'heure. Je crois qu'on va pouvoir en parler un petit peu encore et remettre une petite couche sur ce très cher Gianni. Donc en fait, la CAF a changé de président avec l'arrivée du Sud-Africain Motsepe. Avec lui, clairement, c'était le candidat de Gianni, c'était son homme pour le continent, celui qui marcherait dans sa direction, la Coupe du Monde tous les 2 ans, les Super League, enfin voilà, on attend la Ligue des Nations pour avoir la totale et on sera très bien. Non, donc voilà, une blague à part. Donc c'est un petit peu le même, exactement le même format que ce qui devait se faire en Europe, avec une ligue plus ou moins fermée. Pour l'Afrique, ce sera 24 équipes divisées en 3 groupes de 8 en fonction des zones. Donc on aura une zone Afrique du Nord avec le Maghreb et l'Égypte, une zone Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, et une zone Afrique de l'Est, Afrique du Sud. Voilà, groupe de 8 avec les 5 premiers de chaque groupe qui sont qualifiés.
super. Plus le meilleur sixième, super, très utile la phase de poule. Et les 3 derniers qui, du coup, eux, peuvent se retrouver dans une zone, qui se retrouvent en compétition avec les équipes qui arriveraient de la division inférieure. Donc, qui pourrait être la CAF, la Ligue de la CAF, ou voilà, il n'y a pas encore vraiment de nom, ou la Ligue de la Confédération, pardon, on n'a pas encore vraiment d'informations qui arrivent sur cette ligue, mais cette ligue, en fait, voilà, les 3 derniers de chaque poule de la Super League, je jouerai contre ceux qui ont été les meilleurs de la deuxième division, et ce qui permettrait éventuellement d'avoir un petit peu de brassage, et ce qui fait dire que la ligue serait pas complètement fermée, mais voilà, partiellement fermée, Ouais. 3 quarts fermés, si ce n'est pas plus, quoi. 3 Donc quarts voilà un petit peu pour le format. Et justement, on va essayer d'évoquer cela, les avantages et les inconvénients, enfin voilà, entre guillemets, parce que voilà, certains vont forcément y trouver des avantages, j'imagine. Quels peuvent-ils être? Quels peuvent-ils être? Non, bah, le premier, pour moi, on va pas se mentir, c'est celui qui plaît tant à notre très cher FIFA, c'est l'argent. Une Super League à 24 équipes, 1 million de dollars pour chaque participant, 10 millions de dollars pour le vainqueur. Voilà, ça fait des chiffres qui sont un petit peu plus élevés que ce qu'on avait l'habitude d'avoir en Ligue des Champions ou en Coupe de la Confédération, etc. Enfin voilà, le premier avantage, je pense, c'est que ça va permettre d'injecter plus d'argent dans le football africain. Maintenant, à qui va-t-il profiter? Aux 24 meilleures équipes du pays, parmi lesquelles les équipes les plus riches, dont 8 en Afrique du Nord, celles en Afrique du Sud, etc. Donc, en gros, voilà, l'avantage, c'est que ça va permettre à certains clubs qui ne sont pas encore complètement dans le gratin des meilleurs clubs de pouvoir le rejoindre en ayant une certaine sécurité, en se disant qu'ils vont avoir les rentrées d'argent de la Super League pour pouvoir assurer assurer de maintenir un train de vie peut-être un petit peu plus élevé que ce qu'ils ont pour leur championnat domestique et la Ligue des Champions qui est beaucoup plus hypothétique, enfin qui était plus hypothétique parce que voilà, de nombreux tours de barrage, etc., avant de pouvoir accéder à la phase de poule, qui, elle, était un petit peu rémunératrice. Sinon, moi, je ne vois pas beaucoup d'autres avantages. Peut-être que si, on va avoir peut-être un petit peu plus d'homogénéité en termes de production télévisuelle. On aura la garantie que ça se jouera dans des stades aux normes Gianni. Ouais, parce qu'il y a dans le cahier des charges, il me semble avoir vu passer qu'il y avait la nécessité d'avoir des stades je sais plus comment ils ont appelé ça, mais de top niveau, hein. Ouais, mais après, des stades de top niveau, Ouais. vous avez vu ce qui s'est raconté pour la dernière CAN. Donc, on avait des stades de top niveau à Olembe, etc. Mouvement de foule des morts. Les pelouses qui étaient critiquées à tous les matchs ou presque. Donc, voilà, hein. Il, il y a des ambitions qui sont affichées. Maintenant, entre les ambitions, le cahier des charges et les résultats, on sait très bien qu'il y a toujours une petite marge de manœuvre en Afrique qui est plus importante que sur d'autres continents ou voire complètement impossible peut-être vers chez nous, quoi. Moi, j'y vois pas beaucoup d'avantages. Sincèrement, je me dis qu'il y a peut-être 3-4 équipes qui n'étaient pas encore vraiment passées Ouais, c'est ça. dans le gratin des grands clubs. Par exemple, typiquement, pour donner un nom, ça pourrait être Simba de Tanzanie. Voilà, là, ça les mettrait directement au même niveau que le tout-puissant Mazembe et les autres grands clubs, le Zamalek, Al Ahly et tout ça, puisque forcément, les budgets entre ces équipes-là, avec le temps, risquent de se resserrer. On risque d'avoir quelque chose d'assez homogène, voilà, avec les équipes qui seront tout le temps là. Et justement, Maintenant, je te coupe 2 secondes, petite question qui fait un petit peu écho à ce qu'a écrit Max Laird dans le chat. On a eu une communication, entre guillemets, ou une prise de position de la part des grands clubs, parce que Max Laird nous demande par exemple, est-ce que des forts championnats comme l'Égypte ont vraiment un intérêt à y participer? Alors, on va mettre de côté l'intérêt économique, forcément, mais ils ont commencé à se positionner, les grands clubs, ou pas? alors J'ai pas vu passer, moi. en fait, j'ai pas vu passer Ouais. de messages véhéments ou de menaces pouvant venir des clubs par rapport à leur participation à la compétition. Donc ça me fait peut-être dire que non. Après, pendant la CAN, il y avait donc les présidents des clubs susceptibles de participer à cette Super League qui étaient conviés, qui ont fait des réunions ensemble. Voilà, il y avait des clubs de toutes les zones. Donc, il y a, pour moi,
J'ai du mal à comprendre parce que voilà, typiquement en Égypte, il y a Zamalek et Al Ahly, ok, 2 places, très bien, mérité. Mais maintenant, il y a par exemple Pyramide FC qui arrive derrière, qui a beaucoup d'ambition. Voilà, faire la place à 3 équipes égyptiennes, alors qu'il va falloir aussi caser les Marocains, les Tunisiens, les Algériens. Il y aura forcément des équipes qui vont passer au travers et dans des championnats domestiques qui sont de ce niveau-là, avec voilà, il n'y a rien à redire. L'Égypte s'est arrêté quand c'était la crise, quand c'était la crise sociale et politique. Ça est reparti. En Tunisie, voilà, il y a plus de 4 ou 5 grands clubs. Au Maroc, il y a peut-être le Raja et le Wydad, mais moi j'en vois d'autres, encore des grosses équipes, l'Asfar, etc., qui pourraient aussi prétendre, Berkane, voilà, qui pourraient prétendre à vouloir faire partie de cette Super League, qui n'auront peut-être pas non plus leur place. Donc voilà, je sais pas, maintenant je ne connais pas encore la formule qui va lier les championnats nationaux avec la Super League. Est-ce que si tu es champion de ton pays, tu vas pouvoir accéder à la 2e division qui te permettra peut-être de rejoindre la Super League en 2 ans? Voilà, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, sachant qu'on sait qu'il y aura, combien j'ai dit, j'en ai 9 sur 24 qui peuvent bouger. Voilà, ça te fait 15 équipes verrouillées. C'est compliqué. Ça va être Pour moi, c'est compliqué. J'ai du mal à. On sait qu'on va là-dedans. On y va tout droit, ça va être ça. Mais j'ai du mal à comprendre comment ça peut s'adapter avec certains contextes, notamment les contextes nord-africains. Et puis après, là, carrément, où ça devient l'enfer pour les petits pays, quoi. Et justement, Là, pour terminer sur le dossier Super League, quelles conséquences pour les petits pays? Et question parallèle à cela, est-ce que ça commence à réagir dans ces petits pays, entre guillemets? pour moi, ça réagira pas. Ok. Ça va réagir peut-être au niveau des populations, enfin au niveau des gens, quoi, des passionnés de football, mais au niveau des dirigeants, pour moi, ça réagira pas, puisque tous les dirigeants, de toute façon, sont avec Motsepe et avec Gianni et avec la FIFA, et que de toute façon, eux, ils veulent la Coupe du Monde tous les 2 ans, de la Super League et de l'oseille. Donc là, pour le coup, tout le monde sera servi. Et on les invite à réécouter Samuel Eto'o, donc. Ouais, chaque président de fédération prendra sa part, et donc le président de la fédération du Tchad, du Swaziland, de la Somalie, etc., auront eux aussi leur part du gâteau, et donc voilà, ils diront rien. Ouais. Concrètement, ils diront rien. Maintenant, quid de l'intérêt des championnats locaux? Des championnats locaux dans ces petits pays qui n'ont déjà pas de visibilité. Souvent, la seule visibilité que tu pouvais espérer, c'était si tu te qualifies pour la Coupe de la CAF ou la Coupe de la Confédération en phase de poule, où tu vas avoir de nombreux matchs, où tu vas pouvoir avoir un peu de visibilité pour tes joueurs et voilà, pour ton championnat. Là, s'il n'y a plus ça, concrètement, avant qu'une équipe tchadienne ou béninoise joue la Super League, il va falloir se lever de bonne heure. Ouais, parce C'est que dommage, quoi. C'est dommage. Alors, je dis pas qu'ils participaient déjà à la Ligue des Champions, mais parce que tu as plusieurs tours de barrage et que quand tu es dans un petit pays, tu sais que tu vas en avoir encore plus que les autres et que tu vas te taper des grosses écuries. Mais malgré tout, tu as quand même cet espoir que tu peux y arriver. Et voilà, les équipes tchadiennes qui vont jouer contre le Al Ahly ou le Zamalek, ça arrivé plein de fois. Ça a fait des grands matchs. Si tu as la chance de jouer le match à la domicile et que l'affaire n'est pas pliée, ça te fait des droits TV pour le match, enfin, ça te fait des droits TV, etc. Enfin voilà, ça peut, pour moi, là, ça condamne ces pays-là, ça condamne ces équipes-là, ça condamne ces championnats-là. Il n'y aura plus rien à jouer, il n'y aura plus de qualification à espérer. Enfin, ça me paraît, enfin, franchement, c'est tirer une balle dans le pied du développement du football africain avec un grand D, parce qu'on va favoriser les élites, mais le football africain a très peu d'élites. Et si on a vu qu'en Europe, ça râlait à tous les niveaux, parce que justement, on ne veut pas arriver à cet élitisme-là qui fait qu'on joue entre quelques équipes toujours les mêmes. En Afrique, ça sera un massacre. Sincèrement, ce sera un massacre. Est-ce que ça va durer longtemps? Parce qu'il y a forcément des gros qui se feront avoir et qui seront peut-être les voix de la résistance. Mais voilà, qui ce sera? Est-ce qu'il y aura suffisamment d'équipes? Est-ce que ce sera suffisamment pour pouvoir faire contrepoids à Motsepe, à la CAF, à Gianni Infantino? ça va être compliqué. Moi, j'ai du mal à y croire, quoi. Ouais, ça va être compliqué. Et juste la dernière question, parce que il me semble l'avoir vu passer, mais il est question quel est l'avenir de la Ligue des Champions ou de la Ligue de la Coupe de la Confédération? Ça va exploser, ça n'existera plus. On est d'accord? Ouais, c'est ça, c'est la dernière. C'est la dernière édition. Ce qui se dit, parce que voilà, encore une fois, rien n'a été acté officiellement,
Mais ce qui se dit, c'est que là, on est en train de jouer la dernière Ligue des Champions et que le prochain compétition qui va débuter sur la scène continentale africaine, ce sera la Super League et la deuxième division qui aura un nom, je sais pas, Ligue de la CAF, j'en sais rien. Et du coup, on repartirait. En gros, on a la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF. Hein. Ouais. Mais sauf qu'on est dans un système fermé et le système fermé fait que ta ligue domestique n'a plus vraiment d'intérêt. Ouais, c'est ça. Voilà tout ce qu'on a dit précédemment. Quoi. C'est peut-être pour pallier aussi le fait que certains pays ne jouent plus de championnat. Voilà, mais c'est un autre débat. Voilà, oui, terrible nouvelle, Thomas, je suis d'accord, mais voilà, on a aussi à aborder ce genre de news-là parce qu'on aime vraiment beaucoup aussi notre Ligue des Champions et notre Coupe de la Confédération. Donc voilà, et on va suivre ça avec intérêt. On n'est pas très optimiste quand on voit, comme le disait PM, les connivences qu'il y a entre Gianni et la plupart des présidents de fédé africaines, pardon. Mais voilà, on va essayer de partir sur le deuxième dossier. Est-ce qu'il va être plus réjouissant ? Est-ce qu'on va se marrer ? On va donner cette mission-là à Jérôme, parce que... et si je peux me permettre, je vais tuer définitivement l'ambiance tout de suite. Je vais tuer le game en revenant juste sur une brève que j'ai appris, mais juste avant le début de l'émission. Le 5e buteur de l'histoire de la Libertadores est mort aujourd'hui. C'était Julio César Morales, qui était un ailier gauche qu'on a vu notamment quand on a commenté l'Uruguay-Brésil de 1970. Vainqueur de la Libertadores avec donc Nacional en 71 et 80, l'un des seuls joueurs qui fait les deux. Et il est décédé aujourd'hui à 78 ans. Donc voilà, c'était pour rendre cette soirée du 14 février encore plus belle. C'est pour vous donner l'information, parce que c'était un excellent joueur. C'était un excellent joueur, voilà, tout simplement. Quand on l'avait vu, milieu gauche, ailier gauche, et qui était revenu, qui avait fait les 2 Libertadores et 2 intercontinentales, 2 fois champion du monde à une époque où, de toute façon, les Sud-Américains ne gagnent plus, mais 2 fois champion du monde avec National dans ces années-là. Ouais, et ben voilà. On va continuer dans la joie et l'allégresse, Nico. Ouais, va rebondir là-dessus, toi. Okay. C'est pour ça que je te laisse le bébé. Ouais, il est tout jeune, rassurez-vous, c'est pas... Ouais, tout va bien. Voilà. De beaux souvenirs. Donc, on va enchaîner avec le deuxième dossier où on va surtout parler des représentantes, donc des agents, ou en tout cas un modèle d'agent propre au Rio de la Plata, comme je le disais en présentation. Est-ce que tu peux déjà, Jérôme, nous définir ce statut de représentant français ou de représentante ? Oui, parce que c'est souvent des questions dont on entend parler, et c'est l'idée de faire ce sujet est venue un peu avec ça quand quelqu'un m'a parlé en disant mais tel joueur c'est noté sur Transfermarkt qu'il est libre dans un an, donc aucun joueur ne va le recruter parce qu'il est libre dans un an, alors qu'en fait c'est pas le cas par rapport au système. Donc je vais vous présenter, et ça a besoin d'une explication parce que c'est un système qui est complètement différent en Europe, dans l'Amérique du Sud, alors qu'on a toujours tendance à traduire donc représentante, comme tu dis, ou impresario, ou contratistas. C'est tous des termes qu'on utilise et qu'on aurait tendance à traduire par agent, tout simplement. Sauf qu'agent est un métier réglementé en Europe, quelque chose de très précis avec des règles. Et agent en Europe peut être plus comparé à un avocat avec des limites dans les rémunérations, etc. Donc c'est un faux ami de le traduire par agent. Et c'est le faux initiation qui n'est pas comparable avec la situation européenne. Parce que le représentant, principalement, il peut avoir des parts ou des intérêts dans la carrière de son joueur. Soit indirectement, par exemple en ayant droit à une part future de son transfert, en disant si le joueur est vendu, je touche 20 ou 25% des droits du joueur. Qu'on a tendance à dire, je vais utiliser des hispanismes comme on est entre nous et que je pense que ceux qui nous écoutent savent un petit peu, mais souvent on entend que tel impresario, telle personne possède un tel pourcentage de la ficha du joueur, ça revient à dire ça, c'est-à-dire qu'il a des droits sur quand le joueur serait vendu éventuellement. Voilà, d'un transfert. Il y a aussi des cas où c'est même directement, c'est-à-dire que les représentants possèdent des clubs, par exemple, pour y placer leurs joueurs. Et là, ils touchent forcément 100% de la vente d'un transfert, puisqu'ils possèdent le club, donc tout leur appartient. Ça explique pourquoi, comme je vous disais, un joueur qui est en fin de contrat n'est pas forcément libre, parce qu'il peut être toujours lié à son représentant sans forcément être lié à un club. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que le représentant place son joueur dans un club dans le pays qu'il connaît, le pays d'origine, où il pourra obtenir le meilleur pourcentage à la revente. Donc c'est un élément de négociation. Le système s'arrête en général quand le joueur part en Europe, parce qu'en Europe, cette technique n'est pas admise, sauf exception encore une fois, parce que
les juristes ont toujours des imaginations sans limite. Mais c'est beaucoup plus réglementé en termes de rémunération en Europe sur ce type de système. C'est surtout que c'est extrêmement fréquent dans le football sud-américain où finalement il n'y a quasiment aucun joueur qui n'a pas des parts enfin, une partie de son contrat, une partie de sa valeur future ou actuelle qui est détenue par une tierce personne, quoi. Oui, alors je veux pas faire de généralité, connaissant pas exactement non plus l'architecture de tous les contrats des joueurs professionnels, mais c'est souvent quelque chose qui est négocié dès le départ et qui est validé d'office. C'est-à-dire que dans les contrats, c'est indiqué qu'en cas de vente, par exemple, bah, automatiquement 20 irait, au representante, donc à l'agent. Je vais utiliser, même si j'ai dit que c'était un faux ami, mais je vais utiliser donc le terme agent. C'est mis d'office. C'est aussi le cas d'ailleurs en Uruguay, le joueur possède aussi une partie de sa ficha. Ça arrive, presque toujours dans les contrats, qu'un joueur, par exemple, mette dans son contrat qu'en cas de transfert, il touchera 10 par exemple, de la valeur de son transfert. Ça a des conséquences parfois négatives parce que, bah, ça fait que les choix de carrière sont portés uniquement sur le financier. Le représentant voudra obtenir, bah, le retour de son investissement le plus vite possible. Et ça appauvrit les clubs qui peuvent pas posséder, qui possèdent plus vraiment complètement leurs joueurs, euh, et qui font que les représentants vont aller dans le club qui est prêt à leur donner pourcentage le plus élevé sur la revente. Euh, donc ça nuit aux clubs formateurs qui auront tendance à voir les jeunes joueurs talentueux être pris entre guillemets par les représentants et signés dans d'autres clubs où ils vont avoir les conditions contractuelles les meilleures, même si le club en vérité se tire une balle dans le pied parce qu'il n'aurait pas les fruits de la revente du joueur. Ouais, plus les clubs passerelles qui permettent juste de faire prendre des coms à l'agent, qui re-signe le même accord avec le nouveau club et sur le transfert suivant, reprend encore une commission, voire même l'accueille dans son propre club et prend de l'argent de partout, comme on a en illustration ce cher Bragarnik qui est passé de maître dans ce tour de passe-passe en possédant des clubs dans plusieurs pays et en possédant surtout la responsabilité, en tout cas, c'est l'impresario de la plupart des joueurs argentins aujourd'hui. Ouais, bah, il a poussé la logique jusqu'au bout et ça pourrait presque se comprendre, c'est-à-dire quitte à posséder 100 joueurs, autant avoir son propre club pour en placer 25 et pour l'envoyer petit à petit. Il contrôle la chaîne logistique, comme on dirait pour un produit, de bout en bout. Ça lui permet de maximiser les profits, de pouvoir faire payer des prêts, par exemple, de faire d'autres techniques en possédant le joueur dans le club directement. En Uruguay, on a un autre système où le principal agent représentant est Paco Casal, qui lui a poussé le vice encore plus loin, mais d'une façon différente, puisque lui maintenant possède les droits de télé du championnat. Donc il agit vraiment un peu de la même façon, hein, comme on le dirait en marketing, mais il agit vraiment encore une fois sur toute la chaîne, en possédant les joueurs, en ayant un impact sur la fédération en ayant un impact sur la fédération par le fait de posséder les droits. Parce que forcément, la fédération uruguayenne de football est comme toutes les fédérations très dépendante des droits télé. Donc il a un lobby formidable en possédant et les joueurs et les droits. Chad de la moutarde dans le chat nous dit que c'est interdit en Europe. On va rappeler que Bragarnik est arrivé en Espagne. Donc, ce qui vous permet de comprendre pourquoi certains joueurs argentins sont arrivés du côté d'Elche ces derniers temps. Donc interdit en Europe, mais on va voir comment ça va se gérer cette histoire. Casal, lui, reste tranquillement installé en Uruguay. Voilà, hein, ça lui suffit en même temps. Casal dit toujours que c'est l'homme le plus riche du Uruguay, donc ça lui suffit évidemment. Et pour revenir sur Bragarnik, c'est l'un des systèmes, donc en effet, c'est d'acheter un club en Europe. Beaucoup d'Européens le font déjà, hein. En général, ils ont des actions, des parts dans des clubs en Belgique ou en Suisse aussi, où ça se fait souvent. Les Uruguayens, ou du moins des clubs uruguayens, avaient trouvé un autre système en ne faisant que des prêts. Il y a cet attaquant argentin dont j'oublie le nom, mais qui est propriété du Deportivo Maldonado. Et Caleri. Voilà, on va m'aider tout de suite. Où il n'est jamais transféré en Europe, il est toujours prêté avec des prêts payants. C'est une possibilité, comme ça, pour le représentant de prendre tous les ans, par exemple, il a de tous les ans 1 million d'euros sur un prêt du joueur. Donc, comme je le disais au départ, de toute façon, l'imagination des juristes et des agents est toujours plus vive que celle des autorités de contrôle. Et tu vois, je me demande si finalement on va aborder parce qu'il y a quand même des aspects positifs à cette histoire, enfin à cette
comment dirais-je, à cette fonction. Je me demande si on peut pas parler, d'intermédiaire plus que de représentant, tu vois. On en voit souvent beaucoup, par exemple en Argentine. Moi, j'ai souvenir de Lucas Alario, époque où il était au PSG, quand le PSG, où il était soi-disant convoité par le PSG. Quand les dirigeants du PSG se sont approchés de ça, ils ont vu qu'il y avait 9 intermédiaires à arroser, ils ont lâché l'affaire. Donc voilà. Donc Oui, mais c'est des cas extrêmes. Alors, c'était aussi l'un des points pour lequel je voulais parler de ça, donc pour expliquer notre premier point, que les durées de contrat, etc., ont peu de valeur. Donc, du moins que c'est pas autant à regarder qu'en Europe. Un joueur ne sera pas libre forcément quand il est à 6 mois de la fin de son contrat avec son club. Il peut avoir d'autres contrats et d'autres contraintes en cours. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'en Uruguay, le système est vraiment défendu et c'est quelque chose qui est la norme. C'est-à-dire qu'on le voit ici comme quelque chose de très négatif. Et c'était ma marotte pendant quelques temps, à chaque fois que j'allais en Uruguay, de dire mais les mecs, il faudrait juste que les clubs possèdent à 100% leurs joueurs et le championnat serait beaucoup plus riche. Oui, mais tout le monde a cet argument en retour, des points positifs que représente ce système. C'est que là, on parle de quelques noms pour des grands joueurs, les principaux. Mais il y a aussi tous ces agents qui vont chercher des joueurs en province, par exemple, dans l'intérieur du pays, qui vont les loger à Montevideo pour développer leur carrière. Ça, il n'y a plus de club qui est suffisamment riche pour pouvoir le faire aujourd'hui en Uruguay. Il y a tous ces représentants qui vont défendre positivement, qui vont mettre en valeur leurs joueurs. Il y a tous les représentants qui vont avoir des réseaux en Europe. Souvent, les représentants sont souvent des anciens joueurs qui ont joué en Europe et qui y restent. Il y a Daniel Fonseca, par exemple, pour prendre un exemple connu, qui est représentant de joueurs uruguayens, mais il passe la majeure partie de son temps en Italie parce qu'il va les proposer. Et qu'un club uruguayen ne pourra pas vendre un joueur en Italie par lui-même, parce que River Plate, par exemple, pour prendre un exemple, qui a vendu Arezzo il n'y a pas longtemps en Espagne, n'a pas la structure, n'a pas la structure pour vendre un joueur nécessairement en Europe, alors que son représentant, lui, va avoir les contacts, va avoir les liens avec les clubs, va pouvoir appeler 10, 15, 20 clubs pour présenter le joueur, pour le mettre en valeur, donner les DVD de tous ses matchs. Enfin, j'illustre, hein. ouais. Mais il y a vraiment tout un aspect positif où, au-delà de, voilà, on a beau, c'est évidemment le plus visible, mais Bragarnik, même lui, en Argentine, reste minoritaire. C'est-à-dire que c'est pas lui qui représente la majorité des joueurs argentins. Il y a aussi tout un tas de sociétés derrière d'autres sociétés, comme en Uruguay par exemple, où leur objectif est vraiment de plus faire de la formation. C'est l'exemple de Faro Sport que j'ai, donc qui apparaît à l'écran, qui est géré notamment par Gonzalo Solando, qui a joué au début des années 2000, pour ceux qui s'en souviennent, avec la sélection uruguayenne évidemment, mais il était à l'Inter de Milan et au Standard de Liège de mémoire. Il fait partie de ces nombreux Uruguayens passés par le Standard de Liège pour d'autres raisons, encore une fois, de représentants qui avaient leur Attention. voilà. Mais c'est un exemple de représentant qui développe un portefeuille de joueurs, qui les développe en Uruguay en leur apportant évidemment le logement, les solutions à leurs problèmes financiers quand ils sont jeunes, parce que trouver les logements à la capitale, leur apporter les nutritionnistes, les accompagner, ce que les clubs sont plus capables de faire aujourd'hui parce qu'ils sont très paupérisés, et qui est capable de les transférer, de les gérer, parce que le principal objectif, quand on sait qu'en Uruguay les salaires sont de 2-3 000 euros par mois, le principal objectif est de 3 000 $ pour être précis, mais de trouver le contrat en Europe qui va faire qu'un joueur demain sera payé, ou au-delà de l'Europe, aux États-Unis ou au Mexique, par exemple, où il y a aussi beaucoup d'Uruguayens, où les salaires sont infiniment plus élevés. Et donc, il y a tout l'aspect négatif forcément sur l'aspect négatif. Il y a aussi l'aspect positif où il faut le reconnaître, et que le système est ainsi fait que c'est comme ça, qu'il n'y a pas qu'en Uruguay, en Argentine, on pourrait croire, vu avec notre vision d'Européens, en disant non, il n'y a pas de tierce propriété. Là-bas, c'est reconnu comme un moyen légal, comme un contrat comme un autre, et tout à fait accepté. Ouais, parce que tu l'as dit, ce n'est pas blanc ou noir comme toujours, c'est un petit peu gris. Je vois passer des messages dans le chat sur le Deportivo Maldonado. On est sur un autre système là, on est sur l'évasion fiscale. On en parlera peut-être un jour sur la triangulation, etc. On l'a évoqué un petit peu avec Caleri. Mais bon, on a des exemples comme ça, on en a à l'appel, parce que certains clubs uruguayens sont connus pour être des paradis fiscaux. Ils sont nommés comme cela, ils appartiennent à cette liste. Il y en a dans d'autres pays d'Amérique du Sud, je pense au Chili notamment avec les Rangers de Talca. Voilà, c'est un autre débat.
on va rester sur ces représentantes. Je sais, voilà, on ne sait pas comment on va les traduire, mais voilà, essayez de mesurer cela. Donc, non, mais c'est vrai, c'est compliqué. Le problème, c'est ça, c'est toujours pareil, c'est que c'est une autre réalité. C'est Voilà. ça, c'est un autre monde, c'est une autre réalité. Les choses sont différentes, fonctionnent de manière différente. C'est ce qu'on a essayé de vous expliquer dans cette thématique sur ces gens-là. Moi, j'aurais tendance à dire intermédiaire, comme ça, c'est plus, tu vois, c'est plus générique. Et puis voilà. Et vous le voyez, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est un petit peu des deux parce que Jérôme l'a bien expliqué. Sinon, certains joueurs pourraient pas, ou certains clubs pourraient pas se vendre leurs joueurs, et parce qu'il y a des effets positifs à cela. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, sauf si Nico, tu as une dernière question là-dessus, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour sur la thématique. Non, je voulais ajouter quand même que c'est très souvent nécessaire pour bon nombre de gamins qui voient un petit peu leur destin changer alors qu'ils sont très jeunes et qui permettent aussi de mettre des familles à l'abri et d'avoir une opportunité financière qui est vraiment indispensable pour beaucoup de ces gamins. Exactement. Eh bien, écoute, on va enchaîner, je pense. On enchaîne avec quoi? C'est Et on va passer au joueur de maillot. la semaine? Non, oui, le joueur. Oh là là, j'ai oublié le joueur. On va parler d'un. Ah ouais, allez. On était dans des choses, voilà, un petit peu lourdes. Là, on va partir dans de la poésie. On continue sur l'Uruguay. Exactement, oui, bien sûr. On va continuer sur l'Uruguay. On va donc passer au joueur de la semaine dans un instant. Le joueur de la semaine, donc, c'est ce fameux tanké Santiago Silva qui fait son retour. Nico, qui fait son retour, tout simplement. Je te lance simplement avec cet homme-là, Santiago Silva, idole du peuple. Ouais, j'avais envie de le mettre en avant un peu cette semaine, parce que son retour fait parler en Argentine. C'est quand même un personnage important. Alors, on peut parler de légende parce que il a 41 ans, qu'il a fait à peu près tous les clubs argentins, une bonne partie de l'Uruguay et même en Europe, en ayant joué quelques temps en Allemagne, au Portugal, voire même en Italie, où il a pu inscrire son petit but avec la Fiorentina à un moment. Donc c'est El Tanque Silva, Santiago Silva, donc uruguayen, buteur, pas spécialement fin dans son jeu comme son surnom le laisse supposer. Et donc cet attaquant avait été suspendu alors qu'il était sous contrat avec Gimnasia. Il a été suspendu 2 ans pour un taux de testostérone trop élevé dans son corps. Ce qu'il a magnifiquement justifié en disant que c'est pas sa faute, c'est parce qu'il utilisait un gel qui développe, qui favorise la fertilité. Donc voilà, c'est sa défense en tout cas. Mais en tout cas, il a quand même été écarté des terrains pendant 2 ans. Une année sans avoir l'autorisation de signer un contrat dans un club, et la 2e année où il avait l'autorisation de s'entraîner, mais pas de prendre part à des rencontres officielles. Donc son retour, il est quand même important parce que El Pelado, c'est quand même un joueur qui a été champion avec Banfield, avec Vélez. Il a gagné une Copa Argentina avec Boca, et une Sudamericana avec Lanús en 2013. Si je dis pas de bêtises, 2013. Ouais. Et donc c'est un joueur important. Donc c'est un Uruguayen. Il a un petit record sympa aussi, c'est c'est l'attaquant uruguayen qui a marqué le plus de buts en Argentine. Et il devance d'un petit but, donc avec 138 réalisations, il devance l'immense Enzo Francescoli. Rien que ça. Et c'est pas rien quand même. Donc son retour là ce week-end, il joue à Aldosivi, le club entraîné par une autre légende, un autre buteur de légende, El Titan Martin Palermo. Donc il est rentré pour les 20 dernières minutes avec Aldosivi face à Vélez pour une victoire de Vélez, mais en tout cas, même après le match, il reconnaissait que ça lui a fait un bien fou et surtout qu'il ne voulait pas mettre fin à sa carrière sur une terrible suspension, mais malgré ses 2 ans d'absence et à 41 ans, il compte bien encore faire trembler quelques filets et poursuivre encore sa carrière jusqu'où il pourra jusqu'à ce que lui en tout cas le décide d'arrêter. Est-ce qu'il ira à National ou Peñarol, Jérôme? Tu le sais ça? Mais il a joué à National. Il est champion. Ouais, mais est-ce qu'il peut y retourner?
Ouais, ce qui est rigolo, c'est qu'il a joué à Boca en Argentine, mais à River en Uruguay. C'est là-bas qu'il est formé, il me semble. Ouais, ouais, River Plate, c'est Voilà. ça, d'Uruguay. Mais il était Et donc, champion avec National, il sera bien accueilli à National. Ils aiment oui, bien les mais là, vieux. oui, non, 41 ans, faut quand même. arrêter avec les vieux du championnat d'Argentine. Puis après d'Alessandro, là, je pense que Ils vont se calmer, ouais. ouais, ça les a calmés d'un coup. On a Salut. Pépé Sand aussi de dispo. Voilà, mais comme le dit Figo, hein, le tank, le titan, voilà. Il manque plus que Hulk. Vous voyez, c'est une équipe qui respire la poésie. Aldo Civi, ils sont passés de Gago à Palermo. Palermo, Santiago Silva, voilà. Mais bon, voilà, c'était l'occasion de faire Ouais, c'est un le petit clin hommage, d'œil. un hommage au tanké. En plus, voilà, son surnom n'est pas lié à son physique, c'est juste lié à son jeu. Hein. On peut le dire clairement. Hein. Ah ouais, c'est un bonbon, hein. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Un Uruguayen, quoi. Mais on l'aime beaucoup, hein. C'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Ouais. On l'aime beaucoup, on l'aime beaucoup. Allez, bah On, écoute, on- on va passer on à peut la suite. passer Ouais. aux cultures culture foot de la semaine avec un joli maillot à présenter. Vraiment un bel effort esthétique, Nico. Exactement, on va passer au maillot de la semaine. Voilà, le maillot de la semaine, c'est celui-ci, ce maillot-là, ce maillot de l'Atlético Mineiro, qui s'appelle le Manto da Massa. C'est une initiative qui a été... non, c'est pas le maillot dégueulasse avec une carte dessus, Baptiste, et je vais t'expliquer d'où vient ce maillot, parce que c'est une initiative menée par l'Atlético Mineiro, et je vais vous expliquer dans un instant aussi que c'est quand même assez... c'est un club qui... assez novateur dans sa relation avec les fans. C'est un maillot qui a été tout simplement dessiné par un supporter. C'est un concours qui a été lancé par le club. C'était la 2e édition. Il y aura une 3e édition cette année. Apparemment, ça pourrait être la dernière parce qu'ils devraient changer peut-être d'équipementier après. Ils étaient chez le Coq Sportif et ils vont peut-être changer. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Il me semble avoir vu ça. C'est donc un concours. Ils ont ils ont lancé cela. Chacun pouvait dessiner son maillot. Un maillot, le maillot Manto da Massa, c'est le maillot du peuple. Ils ont reçu 559 modèles, hein, pour dire les choses clairement, ce qui, voilà, hein, et ça fait du tri. Ils en ont choisi 13, parce que c'est le chiffre 13 qui est un chiffre symbolique pour l'Atlético Mineiro. Et derrière, ces 13-là ont été soumis au vote du reste des supporters. Il y a eu 57 000 votes quand même pour élire ce maillot. Alors je le disais, hein, c'est la 2e édition. Là, vous avez l'image de la première. Et donc, il y a eu 57 000 votes pour finalement finir par élire. Vous voyez l'ancien, là, je vous montre l'ancien. Et voici le nouveau, donc celui que vous venez de voir, qui a été élu. Et sachez que le vainqueur de ce concours, quand même, ne part pas avec uniquement le bonheur d'avoir créé le maillot du peuple. Il part avec une prime, hein, on lui donne 13 000 reais et il gagne un abonnement d'une année, enfin, il est socio pour un an. Voilà, il prend sa cotisation de socio VIP pour un an. Et alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ce maillot, c'est que c'est pas un simple maillot, et c'est là où je veux aborder le côté un petit peu novateur de l'Atlético Mineiro. Ce maillot-là est équipé d'une puce qui, lorsque vous avez l'appli du club, si vous téléchargez l'appli du club, eh bien, tout simplement, vous pouvez identifier, vous voyez ce que j'ai fait moi avec mon maillot, l'identifier à votre nom. C'est-à-dire que ce maillot a un numéro de série qui est le vôtre. Et donc, vous pouvez l'identifier. Et quand vous le faites auprès de l'appli, ça vous donne accès à du contenu qui vous est réservé. Donc, ça vous donne accès. Tu peux avoir l'intégrale de Nacho Fernandez, du coup, avec cette appli. Alors, j'ai pas tout parcouru sur l'appli, très franchement. Hein. Mais voilà, en fait, disons que ça donne accès à des contenus spécifiques à cela. Donc, voilà, c'est un moyen aussi de comment dirais-je, de donner de l'engagement par rapport à ses supporters. C'est pour la fan expérience, c'est quand même assez fou. Et donc voilà, tu te retrouves avec une zone exclusive, avec des promotions, du contenu qui t'est spécifique. Et voilà. Alors pour vous donner une idée quand même sur ce maillot-là, il a eu un tel succès et une telle répercussion que l'Atlético Mineiro a été obligé, entre guillemets, d'ouvrir pendant une semaine, une fenêtre de vente à l'international. C'est pour ça que je l'ai, hein, concrètement. Ils en ont vendu 2000 dans 50 pays dans le monde, et en tout, ils en ont vendu 120 000 quand même, hein, de cette histoire. Ce qui prouve que ça fonctionne. Non, ce n'est pas un maillot à gratter, monsieur Delarue. Mais voilà, c'est un maillot à scanner. Voilà, mais tout ça pour dire que
Ça entre dans une politique plus générale de l'Atlético Mineiro. Ils avaient à leur tête, à la tête du marketing et un petit peu de l'innovation, on va dire, un homme qui s'appelle Felipe Ribe, qui est parti depuis rejoindre une entreprise qui s'appelle Socios.com, ça doit vous parler, parce que ce sont eux qui font les tokens, ces fameuses crypto-monnaies des clubs, les fan tokens, on en a beaucoup parlé avec Messi et le PSG, donc voilà, il est parti rejoindre cette entreprise-là. L'Atlético Mineiro avait lancé ces tokens, et l'Atlético Mineiro est allé même encore un peu plus loin dans le délire, puisqu'ils ont carrément, c'est la mode, ils ont carrément lancé leur NFT, c'est-à-dire qu'ils ont édité des maillots de collection à acheter. C'est les anciens maillots, là, c'est le maillot de vainqueur de la Libertadores en 2013, et chacun peut l'acheter. Ils ont lancé leur propre NFT. Alors c'est assez fou, parce que cette histoire-là, elle est quand même liée au manteau d'Amassa, parce que l'homme qui est derrière le design de tous ces maillots, de toutes ces NFT qui sont lancés, c'est celui qui avait gagné la première édition du manteau d'Amassa, qui s'appelle Flavio Markiewicz. Voilà, c'est lui qui s'occupe désormais des NFT du club. Et tout ça pour dire que, mine de rien, ça donne pas mal d'engagement auprès des fans. Ils sont dans un mode futuriste, dans leur histoire, dans le monde d'après, comme on dit. Et ça a quand même permis au club de lever 20 millions de reais de revenus bruts, uniquement avec de la vente de maillots. Ça fait à peu près 3 millions d'euros, 20 millions de reais. Et la vente du maillot a rapporté 7 millions de reais, un peu plus d'1 million d'euros. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'ils ont quand même réussi, en engageant leurs supporters, en écoutant les supporters et en faisant du design sur des maillots qui sont quand même... Le maillot est quand même assez incroyable, à créer un engagement qui leur permet de gagner de l'argent, tout simplement. Voilà. Donc c'était une initiative sur laquelle il fallait revenir. On va enchaîner avec le cadeau du lundi soir, le Golaço Hello. Et avant de découvrir les petites pépites de cette semaine, on va revenir sur le vainqueur de la semaine dernière. Donc c'est Talisca et sa superbe talonnade de génie avec un service de Pity Martinez qui récolte plus de 44% des suffrages et qui devance donc Avilés Hurtado. Donc c'est le premier qualifié pour le Golaço Hello du mois. Et donc maintenant, on va découvrir ensemble la sélection de la semaine. Vous connaissez maintenant la méthode, vous avez le choix, Australie, Brésil, Paraguay, Mexique, avec un Français au Mexique, un lob de 50 mètres ou des extérieurs du pied, et un Pikachu notamment. Vous allez avoir une semaine pour faire votre choix. Une semaine où vous allez pouvoir vous rendre sur le compte Twitter de Lucarne Opposée. Le vote va bientôt être lancé, le temps de vous lancer le partage. Et vous pourrez donc élire votre Golaço Hello de la semaine. N'hésitez pas non plus à utiliser ce hashtag pour nous proposer vos buts, tout simplement. N'oubliez pas non plus de nous mettre les liens vers le Twitter si vous voulez du compte où vous les avez vus. N'hésitez pas. Vous avez une semaine donc pour élire votre Golaço de la semaine. Celui qui va rejoindre Talisca. Et je le rappelle, à l'issue du premier mois de vote, on aura 4 buts. Et on pourra donc élire le Golaço Hello du mois. Voilà. Ouais, je crois qu'au Mexique, par contre, ils n'arrivent pas à faire un match sans faire un ciseau. Donc ça va être sympa tous les week-ends. Écoute, c'est pour faire plaisir à Figo qui voulait le retourner de Hurtado qui a fini deuxième la semaine dernière. Ouais, donc avant de finir l'émission, on va faire un petit focus quand même sur ce qu'il y a à regarder cette semaine. Forcément, le foot ne s'arrête pas. Donc cette semaine, à quoi faut être un petit peu vigilant, Nico? Le foot ne s'arrête pas. Non, il ne va pas s'arrêter du tout. Et justement, Baptiste s'agite un petit peu dans le chat. Et ben voilà, on va reprendre très sérieusement aussi en Australie. En Australie, voilà, c'est ma faute. Je viens de lire son message avec l'Australie. On va reprendre d'autre part en Asie. On va reprendre en J-League et en K-League. Le Japon et la Corée du Sud reviennent sur les terrains. Je peux vous montrer le rendez-vous de la semaine. On va commencer par la J-League qui démarre vendredi avec le duel entre le Kawasaki Frontale et Tokyo, avec la grande question de savoir si quelqu'un va réussir à faire tomber Kawasaki Frontale, qui a gagné 4 des 5 dernières éditions de la J-League. Est-ce que quelqu'un va y arriver? Écoutez, on a eu une victoire d'Urawa en Supercoupe qui pourrait peut-être être un signe. Certains vont vouloir y voir un signe. On verra. Ça démarre donc vendredi. Vous voyez le programme. Moi, je vais saluer plus particulièrement le retour du Kyoto Sanga dans l'élite japonaise. Voilà, parce que Kyoto, voilà, j'ai le maillot. Voilà. Moi, c'est mon seul maillot japonais.
Et quelle belle ville. Ah, magnifique ville. Ville incroyable. Donc voilà, on va saluer le retour du Kyoto Sanga dans l'élite. Et donc je parlais de la J-League, il va y avoir aussi de la K-League. Et donc Baptiste va pouvoir s'agiter à son tour parce que la K-League revient aussi ce week-end. Voici le programme avec toujours la même question. Est-ce que John Book va être champion à 3 journées de la fin ou est-ce que ça va se jouer à la fin? Quand Ulsan va-t-il choke? Voilà, c'est les bonnes questions. Non, plus sérieusement, ça va forcément, le duel entre John Book et Ulsan va forcément animer la saison. La saison qui démarre avec un match très intéressant entre John Book et Suwon. Vous le voyez, il va falloir se lever à 6h du matin samedi. Baptiste va le faire, vous pouvez l'accompagner. Voilà, donc ça reprend très fort en Asie. Juste un petit rendez-vous sud-américain avant que je te lance, Nico. Dimanche 20h, le Sansao, Santos contre Sao Paulo, au Brésil, pour la compte de la 8e journée du Paulista. Un match forcément qu'il faut suivre. C'est dimanche à 20h. Alors on est encore loin du bout dans ce championnat d'État. Mais voilà, un Sansao, ça ne se rate pas. Ça sera le 317e du nom. Donc n'hésitez pas à le suivre dimanche soir. Alors, je vous ai montré des matchs vendredi, des matchs samedi. Là, on est à dimanche soir 20h. Nico, on fait quoi entre-temps? On pose tout et on regarde la télé parce que là, il y en a de partout. L'Argentine, ils ont le don pour bien mettre en valeur ses joueurs. Et du coup, à peine la prépa physique terminée, qu'on balance 3 matchs en une semaine. Donc ça va être chaud dès demain avec un petit Argentinos, Newell's et un Central Vélez. Donc deux belles affiches. En plus, à un horaire plutôt sympa pour la France, à 21h et 23h. Donc ça, c'est uniquement pour demain, pour la deuxième journée. Et la troisième journée, donc ce week-end, qui démarre samedi, où on a aussi des beaux rendez-vous avec Racing Argentinos, Boca Central, Estudiantes Lanús, Vélez Independiente et Newell's River. Donc on a des gros rendez-vous dès ce mardi en Argentine et ce week-end. Et puis on n'oublie pas aussi qu'il y a le premier tour de Libertadores où on est dans la phase retour de ce premier tour et avec un petit géant équatorien, Barcelona, qui va devoir se défaire du Montevideo City après le nul à l'aller. Le club préféré de Jérôme. Ouais. Et dans les deux autres rencontres, par contre... J'ai pas compris la blague. C'était quoi la blague? Barcelona, Montevideo, Torque. Ah oui. Ben oui, alors c'était pas un club uruguayen, c'est pour ça que j'avais pas compris. Excusez-moi. Ton club de cœur. C'était pas un club uruguayen, voilà. Et donc dans les deux autres rencontres, là ça sera un peu plus simple, a priori, vu les résultats au match aller. Bolívar et Olimpia qui devront finir le travail à domicile après leur succès au Deportivo Lara au Venezuela, pour les Boliviens, et à Lima face à César Vallejo, donc à l'aller, pour les Paraguayens d'Olimpia qui ont une belle petite équipe quand même. Ouais, exactement. Voilà, donc voilà vos quelques rendez-vous. Évidemment, il va y en avoir un petit peu partout. Je vois que Max Lard retient le Newell's River. C'est clair qu'on l'attend un petit peu. Celui-là, il va être très très sympa. Et le Julio Grondonico Independiente contre Arsenal. Effectivement, là, on peut pas le rater non plus. Voilà, messieurs, on arrive au terme de cette émission qui a été un petit peu plus longue que d'habitude, mais on a eu aussi quelques petits soucis techniques. Donc voilà, on va y arriver. On va arriver à en faire une sans aucun accroc, sans aucun problème. Vous allez voir, on va y arriver d'ici juillet 2023. On va y arriver. Non, mais bon, c'est pour faire un petit peu le côté argentin. Voilà, écoutez, je vais vous remercier, Romain, Jérôme, PM. Merci d'avoir été avec moi. Merci à toi, Nico, de m'avoir accompagné pour cette émission. Merci à toi, Nico. Merci à tous d'être présents avec nous. C'était cool. Ouais, exactement. Merci à tous d'avoir été présents dans le chat. On va vous donner rendez-vous forcément lundi prochain, même heure, aux alentours de 21h. Normalement 21h, on a failli être à l'heure. On était presque à l'heure quand même ce soir. Voilà, donc lundi prochain, on se retrouvera pour le 3e épisode. N'hésitez pas à aller voter pour le Golasso de la semaine, à le partager aussi, ce Golasso de la semaine. Et n'hésitez pas à venir nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous les avez vus passer au-dessus de ma tête. Vous avez vu les différentes alertes. Et lundi prochain, il devrait y avoir quelqu'un qui passe son temps à râler dans le chat. Alors préparez-vous parce que... On va le crépir. Ça va être très très chaud la semaine prochaine. Voilà, je le disais, je vous encourage à venir nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Bonne fin de soirée à tous, bonne semaine,
vibrez bien au rythme des footballs de la planète lucarne opposée. Et on se retrouve donc lundi prochain. Salut tout le monde. Abrazo de gol.